Moi, je pense qu'au-delà de la politique, nos gouvernements, ils feraient de très mauvais parents, de très piètres parents. Je regarde ce qui se passe un peu au Québec, là, puis tous les projets dans nos belles villes, là, que nous a promis la coalition Avenir Québec dans les 4 dernières années, ou le Parti libéral du Québec dans les 10 dernières années. On se rend compte que finalement, il n'y en a pas la moitié qui voit le jour. Non, c'est parce que je veux dire, c'est bien beau, là, d'annoncer des bonnes nouvelles, de faire des belles annonces, d'annoncer des beaux projets, d'aller chercher de la visibilité, de dépenser nos taxes là-dedans, puis de traîner un projet pendant 5, 6, 7, 13 ans, puis finalement le voir avorter, parce qu'on réalise qu'au bout de 10 ans, on dépasse complètement les coûts, là. C'est sûr qu'avec 10 ans d'échéancier, ça devient difficile. Difficile de planifier un projet, là. C'est comme si on se dit, moi demain matin, je vais économiser pour m'acheter une maison, mais c'est pour dans 10 ans. Pensez-vous vraiment que l'argent que je vais économiser aujourd'hui pour ma maison, elle va valoir ce qu'elle vaut dans 10 ans par rapport au prix de la maison? Pensez-vous que c'est réaliste de faire un projet puis de l'amener au bout du terme 10 ans plus tard? Faut pas chercher pourquoi que les projets finissent toujours par dépasser les coûts ou finissent par revoir leur plan parce que finalement ils n'ont pas assez d'argent pour faire tout leur projet, tout le projet qui était établi au départ. Donc on coupe dans des structures du projet. Ou finalement on fait juste pas le projet parce qu'on se rend compte qu'il est rendu trop dispendieux, puis qu'il y a peut-être même moins de demandes. Les gens ils ont passé à autre chose entre-temps. Ils ont même oublié le projet rendu là. C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu à Longueuil, à Montréal, à Québec, à Saguenay, un peu partout dans toutes les régions, en Gaspésie, Haute-Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, Abitibi, Sherbrooke, Centre du Québec, Trois-Rivières. Même que le maire de Québec a annoncé des coupures dans des projets futurs dans la ville de Québec parce qu'avec l'inflation, le coût des matériaux, l'austérité puis tout ça, puis les gouvernements qui sont plus trop sûrs de savoir dans quoi qu'ils veulent s'investir et participer, il a fait le choix judicieux de ne pas augmenter les taxes de ses citoyens puis de couper dans des projets parce qu'il réalise bien qu'il va y avoir des dépassements de coûts dans tout l'ensemble de ses projets. Donc, à m'amener, s'il y a 10 projets qui dépassent les coûts, entre les 10 projets, il va falloir en choisir 7 parce que malheureusement, il y en a 3 pour lesquels on n'a plus les moyens de financer. Malgré le fait qu'il y a encore quelques années, quand on a calculé ça, ça rentrait dans le budget, là. C'était correct. Mais avec les dépassements de coûts, avec l'inflation, avec le retardement, avec la bureaucratie au travers ça, ça prend 10 ans faire un projet au Québec. Fait que finalement, on y voit jamais le jour. Fait que finalement, au Québec, on fait des projets, puis on dépense des taxes, puis on paye des élus, puis on dépense l'argent des contribuables pour dépenser de l'énergie dans des projets qui aboutissent jamais puis qui voient presque jamais le jour. Voyez-vous le genre? C'est un peu pour ça que le complexe culturel de Longueuil a jamais vu le jour, comme l'amphithéâtre à Ville-Saguenay. Ça doit être pour ça, dans le fond, que la ville de Longueuil, là, ça ressemble à un parking de centre d'achat, pour vrai. Moi, quand je m'en vais dans la ville de Longueuil, je me sens comme un bébé chat coincé dans un gros parking de centre d'achat, genre. J'ai l'impression que Longueuil, ça a été fait sur le plan d'aménagement, genre, de Walmart. On dirait qu'ils se sont basés sur le principe de Walmart puis de Costco, genre. Se sont dit, genre, on va mettre 20 000 parkings dans le centre-ville, puis on va faire des bâtisses là-dessus. Puis on va voir de quel côté que ça se construit. Ça vous montre-tu comment, puis à quel point, que la ville de Longueuil, dans le fond, elle a besoin de culture puis d'un centre culturel dans ses rues, puis des rues piétonnes? Pas de grosses allées de parking à travers des grosses tours d'immeubles. Il y a un manque d'aménagement urbain quelque part, c'est fret, c'est froid. Ça ressemble à un centre-ville Far West. On dirait que c'est le Far West des centres-villes, Longueuil. On dirait que quand tu regardes la ville de Longueuil sur une photo, là, tu vois l'air puis tu sens l'air passer à travers les bâtiments. Tellement qu'il y a de l'espace. Puis un manque de densification. Non, mais c'est pas mêlant. La ville de Longueuil est faite en complexe pas en méga-centre.
On dirait la place Laurier de Québec. Puis quand je dis ça, là, c'est pas un exemple d'urbanisme puis d'aménagement urbain, là. C'est bien beau la place Laurier, mais vous avez-tu vu comment c'est mal fait autour? Il y a vraiment quelque chose dans Longueuil qui manque de beauté, d'architecture, d'aménagement urbain, d'imagination et de création. D'urbanisme, tiens. Peut-être même de transport en commun rendu là. D'éco-mobilité. Si on enlevait toutes ces forêts vierges là, pour aménager autour de Longueuil, puis ces gros parkings, puis qu'on faisait des parcs, des pistes cyclables, puis un gros terrain d'éco-mobilité, puis qu'on reconnecterait ce gros méga-centre-là par des parcs, des pistes cyclables, des piscines, des terrains aquatiques, des terrains de jeu, des passerelles suspendues, puis qu'on délogerait un peu l'automobile de tout ça, là. Au pire, là, on a juste à faire un gros téléphérique urbain qui traverse l'île de Longueuil, qui traverse du côté de Longueuil jusqu'à l'île de Montréal. Plus besoin de prendre le pont, pas besoin d'être resté coincé dans le tunnel qui va avoir des travaux pendant quasiment 3 ans. Non, tout ce que tu as à faire pour faire Montréal-Longueuil, c'est prendre un téléphérique urbain pour regarder la belle vue sur la ville, puis aller à Longueuil à pied, dans le grand méga-centre piétonnier qu'on pourrait faire, d'éco-mobilité. Pour justement enlever tous ces maudits parkings-là qui sont des îlots de chaleur puis qui prennent de la place. Puis pour vrai, tu sais, je veux dire, Longueuil, ça a plein d'immeubles, ça a l'air d'une belle grande ville, mais parce que c'est tellement dispensé comme des parkings de centre d'achat, ça a l'air de rien. On dirait quasiment le boulevard Talbot à Chicoutimi, avec la place du Royaume, puis le boulevard Saguenay en face, puis les gros centres avec des gros parkings, que tu marches quasiment 1 kilomètre pour aller faire ton épicerie. Wow! C'est plaisant de vivre à Longueuil. Quand je pense qu'on aurait pu mettre un beau quartier et un beau centre culturel à travers ça. Ça aurait sûrement amélioré le centre-ville, ça c'est clair. Dans le fond, pour les gens qui savent pas c'est quoi le complexe culturel de Longueuil, ben c'est un projet qui a été annoncé à de nombreuses reprises depuis plus de 15 ans à Longueuil. Entre autres par deux mairesses qui se sont succédées. Donc, il y a Caroline Saint-Hilaire et Sylvie Parent qui ont annoncé le projet de complexe culturel de Longueuil, qui n'apparaît plus dans les dépenses prévues du gouvernement du Québec aujourd'hui. Puis ça, ben, c'est beaucoup de projets, malheureusement, dans les prochaines années, qui n'apparaîtront plus dans les dépenses du Québec. Et lorsqu'on connaît les priorités du gouvernement puis ses grands projets ambitieux et très coûteux, c'est à se demander pourquoi sa priorité, c'est pas de soutenir tous les projets dans l'ensemble des municipalités, mais seulement les projets dans les circonscriptions où ce qui voudrait se faire élire, puis où ce qui est capable de faire de la publicité partisane. Donc aujourd'hui, au Sens critique, on va parler finalement de comment on peut utiliser la partisanerie à des fins politiques pour nous vendre des projets qui dépensent l'argent des citoyens dans des bureaux de projets, dans du trafic d'influence, pour quasiment ne jamais voir le jour. Donc c'est bien beau flamber l'argent par les fenêtres et faire des beaux spectacles tape à l'œil, mais à quelque part, il faudrait bien que les projets se réalisent. Bienvenue au Sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Puis pour François Legault, ben c'est la faute des études environnementales si les projets avancent pas assez vite. Ouais. Lui, il voudrait qu'on saute toutes les études environnementales pour passer des projets forestiers puis miniers au-dessus du monde sans qu'on ait d'études sur ça. Mais la plupart des projets dans les villes, là, pour la plupart sont déjà en adéquation avec l'environnement. Fait que la plupart ne demandent presque pas d'études environnementales ou la plupart ont déjà les études environnementales pour faire le projet. Donc, quand on sait qu'un gouvernement laisse traîner un projet pendant 13 ans jusqu'à ne plus voir le jour, c'est à se demander pourquoi il a mis autant d'énergie là-dedans. C'est à se demander si c'est écologique, c'est à se demander si c'est une saine gestion des finances, puis c'est à se demander si finalement on sait où qu'on s'en va puis ce qu'on fait vraiment. Au Québec, là,
ou si on ouvre des dossiers, puis on commence à faire des patentes, puis à créer des bidules, puis qu'on commence des projets sans jamais les terminer, là. Il y en a combien de projets au Québec qu'on a commencé puis qu'on n'a jamais terminé? C'est quoi, là? Au Québec, on commence des affaires, mais on finit pas ce qu'on commence. Donc, c'est un centre culturel qu'on voulait faire à Longueuil. Puis là, on se rend compte que sur le plan québécois des infrastructures, ben, il apparaît plus sur le plan de 2022-2032. Donc, le complexe culturel était pourtant passé à l'état d'avancement dans la liste des projets publiés, en planification, en réalisation. Il a même traversé des projets à l'étude. Et Québec s'était déjà engagé il y a 5 ans à y consacrer 20 millions de dollars. Fait que là, il y a 5 ans, quand le gouvernement il a dit qu'il va donner 20 millions de dollars au Centre culturel de Longueuil, tout le monde à Longueuil s'est dit « Ah, c'est fin, c'est beau, wow! Il est donc bien gentil de payer des taxes puis de dépenser notre argent pour faire de la publicité puis contacter un point de presse puis contacter les médias avec son député puis venir la mairesse puis grosse rencontre tape à l'œil devant les médias pour dire qu'on va faire un beau centre culturel à Longueuil pour la culture. Puis on dit qu'on va donner 20 millions, mais whoop, on en revient puis 10 ans plus tard, ce 20 millions-là, il n'existe plus, là. Il était fictif. Finalement, on se rend compte que c'était de l'argent Monopoly, tu sais, juste pour jouer la game politique du Québec, puis passer go, puis réclamer l'opposition officielle ou le gouvernement. Fait que le 20 millions fictif qu'on a donné à Longueuil pour son centre culturel, ben on aurait été mieux d'y mettre dans les poches puis d'y donner tout de suite en argent, rendu là, plutôt que d'y promettre, puis de faire de la publicité pour gagner les élections avec ça. Parce que c'est un peu malhonnête, on va se le dire. C'est un peu manipulé. C'est un peu de la publicité mensongère. Puis si on regarde ça dans le code civil puis criminel du Québec puis du Canada, la publicité mensongère, c'est illégal. Puis je dirais même aussi que d'une population vulnérable comme Longueuil, qui voit la culture de Montréal de l'autre côté puis qui n'a pas son centre culturel, ben, c'est jouer avec les espoirs des gens pauvres puis des municipalités puis avec le monde. Puis jouer avec les espoirs du monde, c'est peut-être pas illégal, là, mais c'est pas correct. C'est pas correct pour une scène. Encore moins pour 20 millions de dollars de promis pour un centre culturel qui disparaît du jour au lendemain. Envolé. Flou. C'est depuis la pandémie que le dossier semble avoir laissé de côté. On l'a vu avec la pandémie, hein? La culture pour François Legault et la coalition Avenir Québec, ça a pas mal passé en second. Ça a pas mal été mis de côté, là. C'est à croire que la culture, là, pour eux autres, c'est vraiment pas important. C'est pas l'âme des Québécois. C'est pas l'âme de leur identité. C'est pas la nourriture de leur esprit intellectuel. Je veux dire, c'est pas la nourriture de l'âme, la culture, là. Ça nourrit pas l'esprit, ça nourrit pas l'individu, ça fait pas partie intégrante de notre développement, puis de notre identité, puis de la reconnaissance de la vie des autres, puis de tout. Ça touche pas à l'éthique, ça touche pas à la moralité, non. L'art, la culture, c'est pas important au Québec. Du moins, c'est pas assez important pour qu'il y en ait dans le centre-ville de Longueuil, puis dans plein d'autres villes au Québec, comme au Saguenay, Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke, la Côte-Nord, l'Abitibi, Rouyn-Noranda, le village, ben oui, le village de Montréal, le village gay, il a le droit d'avoir sa culture et son propre financement de culture aussi. C'est pas compliqué. Chaque région du Québec là, devrait avoir son centre culturel puis un amphithéâtre pour la culture, pour voir des spectacles, pour faire venir des grandes festivités, pour fêter la Saint-Jean, tiens, pour organiser genre des jeux d'hiver puis des jeux d'été, pour avoir des événements artistiques autant que sportifs dans toutes les villes du Québec. Le sport pis l'art, ça semble pas plus important que ça pour vous autres. C'est pour ça qu'en entrevue, la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, vous savez, qui est dans un dossier controversé pour les abattages des cerfs, qui refuse finalement de faire en sorte qu'un organisme relocalise les cerfs dans une autre réserve. Elle est en débat judiciaire. Elle ne veut pas malheureusement donner point aux écologistes dans ce dossier-là. Mais pourtant, quand on voit l'acharnement de la mairesse de Longueuil à chercher à se débarrasser de ces cerfs-là, qu'il y a plein de citoyens qui aiment, que je comprends qu'ils sont en surnombre, ben, dans ce dossier-là, elle tient son bout, là.
Elle tient son bout, elle ne lâche pas le morceau, mais quand il s'agit du complexe culturel face à Québec, elle lâche prise, immédiatement. Donc, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a confirmé que le projet initialement prévu au complexe culturel près de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke n'avait pour ainsi dire plus de sens, car les coûts estimés de celui-ci avaient littéralement explosé depuis une décennie, passant de 50 000 à 100 millions, puis à 150 millions, pour devenir finalement 190 millions de dollars. Donc, l'investissement prévu à ce projet a tout simplement quadruplé pendant ces années-là. En 15 ans, un petit projet de 50 millions financé par 20 millions par le gouvernement a quadruplé. Ce qui veut dire que sur les 20 millions que le gouvernement mettait sur les 50 millions, la ville en déboursait 30 millions. Aujourd'hui, la ville elle doit en débourser 170 millions de plus, avec le 20 millions de Québec qui est compté. Pourquoi pensez-vous que Québec se retire puis que le projet finit par être avorté? Avant même de naître, il est mort dans son œuf. Et le petit poussin culturel de Longueuil ne verra jamais le bout du jour, ni la lumière du jour de son petit toupette. Donc, faut pas chercher à comprendre ce qui se passe pis où le problème, là. Vous voyez bien qu'au gouvernement puis dans les bureaux de projet, on traîne de la pâte, puis on fait traîner les projets, puis ça coûte cher. C'est une gaspille immense d'argent, ce retardement dans les projets, là. Faudrait peut-être à quelque part arrêter de calculer le financement des projets au début, avant d'en faire des études, puis le calculer après, quand on est prêt à construire pour de vrai, parce que là, il y a vraiment une différence à partir du moment où on fait la conception du projet, puis quand on arrive pour le faire, les calculs économiques, monétaires, puis le budget alloué pour ça, il suffit jamais. Il est toujours insuffisant, il y a toujours des dépassements de coûts. C'est sûr. Au Québec, il n'y a rien qui est ajusté selon l'indice du prix de la consommation à part les salaires de nos élus puis de nos députés. Puis quelques rares travailleurs bien natis. Sinon, là, pour ce qui est des projets, pour ce qui est des assistés sociaux, pour ce qui est des décisions politiques, pour ce qui est de l'ensemble de la vie, de qui fixe les règles des prix, il n'y a personne qui suit la règle du panier de l'indice du prix de la consommation. Il n'y a personne qui suit le principe du pourcentage d'inflation. Il n'y a personne qui est capable d'adapter le principe du prix. Il n'y a personne qui est capable d'adapter sa tarification sur la réalité d'aujourd'hui. Non. C'est pour ça, on vit dans une autre époque. C'est le cas de le dire. On se base puis on fait des projets sur le profil d'une autre époque. Puis quand on arrive dans l'avenir pour faire le projet, le projet il n'est pas adapté à notre époque. C'est ça qui se passe. Quand je dis puis qu'on dit dans la gauche que vous vivez dans le passé là, puis que vous êtes dépassé, c'est quasiment rendu qu'on peut le prouver puis que c'est vrai en théorie là. On est clairement de plus en plus en train de prendre la route vers l'austérité. Parce que finalement, quand tu calcules ça, 50 000 pour un complexe culturel, il y a quoi? Il y a 15 ans? Tabarnouche, on aurait pu en faire 4 à ce prix-là. Ça veut dire que si ça n'aurait pas pris 15 ans à faire un complexe culturel à Longueuil, là, pour le prix d'un aujourd'hui, on aurait pu faire 4 complexes culturels dans 4 villes du Québec. Ça veut dire que si on aurait fait le complexe culturel il y a 15 ans sans bretter puis niaiser là-dessus, là, il y aurait un complexe culturel à Saguenay, il y en aurait un à Longueuil, il y en aurait un autre à Trois-Rivières, puis sûrement un autre à Sherbrooke. Tiens. En tout cas, on aurait eu les moyens de le faire. Là, aujourd'hui, à bretter, à niaiser, à faire des politiques de bananes comme ça, on se retrouve, des années plus tard, à avoir un projet qui bouffe en termes de budget ce qui aurait pu représenter 4, 5, 6 projets avant dans le passé quand on a pensé à ce projet-là. Fait qu'il faut pas se surprendre au bout du compte que pour la ville, ça gruge une partie du budget puis de l'argent pour d'autres projets. Puis qu'à m'amener, on coupe. On coupe d'un beau projet pour les citoyens. C'est beau, c'est de valeur, c'est triste, mais c'est ça qui arrive. Les villes se retrouvent à faire de tragiques et de fâcheuses concessions. Il
y a quelque chose qui marche pas au Québec, là. C'est quoi? C'est une façon de faire qui date des années 60 à Wall Street? De donner une enveloppe de cash avant même de faire un projet? Ah ouais, génial, tu veux faire un bel amphithéâtre, tiens, je te donne 50 millions de dollars pour le faire. Mais 13 ans plus tard, il est pas fait, là. Puis le 50 millions qu'on a promis, il est où, lui? C'est ça l'affaire. On sait même plus si cet argent-là a été donné, a été promis, a été alloué, a été mis de côté par rapport à un programme qui va expirer dans tant d'années, pendant que la bureaucratie retarde les projets. C'est vraiment, là, mais mal fait, pour vrai. Puis là, pendant ce temps-là, ben, on retarde le tramway, on retarde des gros projets structurants dans des villes, puis on se demande, ils vont coûter combien? Ces projets-là, plus on les retarde, là. Parce que plus on attend, on sait que plus ils vont nous coûter cher. Si on suit, si on se fie à la tendance, si on vit dans le moment présent, ben il faut se dire que ça va coûter plus cher. Je sais pas si vous le savez, là, mais Toronto est en train de traverser une bulle immobilière. Ça a été classé à la tête des villes canadiennes le plus à risque de vivre une crise immobilière. Puis il y a Vancouver aussi. Avec la pandémie, là, ça a complètement déséquilibré les marchés immobiliers. Il y a eu de la surenchère, il y a eu des ventes évaluées sur le dessus du prix, il y a eu des problèmes de gestion dans les taux d'intérêt. Puis aujourd'hui, ben là, le marché, il souffre. Il souffre des conséquences de ce qui est arrivé. Du fait que les maisons coûtent de plus en plus cher, malgré le fait qu'il y a plein d'acheteurs, mais qui n'ont pas assez d'argent pour s'en procurer, puis de payer des taux d'intérêt raisonnables. Qu'il y a une insécurité par rapport à ça, ben, pour investir dans l'immobilier par la suite, parce que ça crée une baisse de la demande. Malgré le fait qu'on fait des ventes immobilières à des taux avec des sommes records, parce que l'argent rentre au poste par rapport à la valeur. La rareté crée une forte demande, ce qui crée une offre plus valorisante, ce qui fait augmenter les prix de l'immobilier et qui entraîne une inflation immense dans le cercle de l'immobilier, ce qui fait en sorte que finalement de construire des immeubles aujourd'hui puis de gérer des immeubles, ça devient moins payant. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent payer leurs factures, qui sont capables d'arriver, de joindre les deux bouts. Ça fait qu'à un moment donné, on va arriver à une bulle spéculatrice immobilière dans laquelle, malheureusement, les acheteurs, les locataires, les propriétaires n'auront plus les moyens de payer leurs termes. Parce que de la base de la chaîne jusqu'au sommet, ben les gens les plus pauvres n'auront plus les moyens de payer pour se loger. Ça fait qu'en payant pas leurs factures à leurs propriétaires, ben eux n'auront plus les moyens de payer leurs factures aux créanciers. Fait qu'en payant pas leurs factures aux banquiers, ben elles, ils vont faire faillite, puis la sphère immobilière, elle va cracher, puis elle va tomber avec l'économie canadienne, puis ça va nous plonger dans une crise économique, comme aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Et là, on est au sommet, là. Les plus grandes villes canadiennes sont au sommet, là. On est quasiment au top du palmarès des villes avec le plus de risques d'avoir une bulle immobilière inflationniste et d'avoir un crash immobilier, autrement dit, un crash économique autour de la sphère de la propriété puis de l'immobilier. Ça fait que les gens qui riaient de la crise du logement puis qui l'ont pas pris trop au sérieux puis qui disent que le logement social c'est pas important, ben regardez bien ça, dans pas si longtemps, ce qui risque d'arriver, si la bulle spéculatrice immobilière à Toronto, elle explose. J'ai hâte de voir comment on va financer nos projets, comment on va financer nos beaux grands projets, s'il y a une bulle spéculatrice immobilière qui explose dans la bourse de Toronto, dans les plus grandes bourses du Canada. Si le dollar se met à chuter, là, avec votre mentalité là, qui est mondialiste au bout, là, ça va être beau en maudit de faire des projets de construction avec des compagnies étrangères avec une valeur du dollar moindre.
on va les payer en esti, nos projets d'infrastructure puis de construction. Ils vont nous coûter cher en tabarnak. C'est le cas de le dire. On va se ruiner. Ça fait que pendant que le gouvernement n'aide pas les municipalités en faisant pas aboutir leurs projets, en laissant traîner les choses, comme il fait un peu que les assistés sociaux puis les gens pauvres, ben nos citoyens dans nos villes, eux autres, ils s'appauvrissent. La spéculation immobilière, elle augmente avec l'endettement des citoyens. La peur dans les réseaux boursiers, puis la tendance et l'inquiétude au sein des créanciers et des gens qui récoltent les finances devient de plus en plus nerveux face à tous ces défauts de paiement et ces futures faillites qui commencent à se déclarer. Lorsque la crise du logement au Canada va entraîner un effondrement immobilier et une crise spéculatrice et un défaut de fonds dans le domaine immobilier au Canada, c'est quoi qu'on va faire? C'est quoi qu'on va faire quand la bulle immobilière va exploser? C'est quoi qu'on va faire pour contenir cette bulle-là, pour pas qu'elle explose? Ben, il y a comme une seule solution, dans le fond, pour lutter contre une crise économique, puis ce qui arrive en ce moment, là, une crise spéculative boursière, selon moi, là. Puis c'est redonner de l'argent aux citoyens par la base du monde qui n'arrivent pas à payer leurs factures. C'est plate à dire, là, mais le seul moyen d'éviter une grosse crise économique au Québec, là, c'est de payer les factures du monde pauvre qui sont pas capables de les payer. Parce qu'en payant leurs factures à leur place, on a moyen de le faire en tant que gouvernement, ben on évite bien des problèmes en haut, dans la hiérarchie du paiement, pour les défauts de paiement que ces citoyens-là vont engendrer dans le système économique. Parce que là, quand c'est 1, 2, 3, 10 personnes qui ne payent pas leurs taxes, qui n'ont pas les moyens de payer leurs services, qui sont plus capables d'arriver, c'est pas si grave, c'est pas si pire. Quand ça commence à être des centaines puis des milliers de personnes, par exemple, là, ça commence à créer des phénomènes de grosse ampleur. Faudrait pas oublier non plus qu'à la base, ce qui fait vivre tout ce qu'il y a en haut, là, ben c'est le monde à la base. Ça a peut-être l'air de rien, là, le petit monde pauvre puis qui gagne pas cher, qui paye leurs factures, là. Mais quand ils sont plus capables d'effayer, quand ils sont plus capables de payer leurs factures, puis d'arriver, puis de payer leurs factures, là, ben c'est pas juste dans leur trou à eux que ça fait un budget. C'est pas juste dans leur budget à eux que ça fait un trou, je veux dire. C'est dans le budget de tout le monde que ça fait un trou. C'est dans l'économie entière du Québec que ça fait un gros trou financier. Au final, ça revient à dire, là, certainement que ça coûte plus cher de laisser du monde s'appauvrir, puis s'endetter, puis tomber en faillite, que de payer leurs factures à leur place pour pas qu'ils s'appauvrissent puis qu'ils appauvrissent le système dans lequel on vit actuellement. Fait que les gens qui disent que donner de l'aide sociale, c'est une gaspille d'argent, ben si un jour la bulle immobilière qui plane sur nos plus grandes villes éclate, puis que l'économie crache parce que les gens pauvres au Québec sont plus capables de payer leurs factures, puis que c'est toute l'échelle puis le chaînon de l'économie qui s'effondre avec ça, ben vous allez peut-être remettre en question le rôle des gens pauvres dans la société, puis des basses échelles, puis des basses classes sociales, puis des autres classes sociales inférieures à vous autres, comme vous dites, là. Tu sais, je veux dire, la classe sociale puis la classe travailleur, là, ils consomment comme tout le monde. Ils ont des besoins, ils vivent, ils dépensent. Ben, ils ont besoin de revenus aussi à quelque part pour payer leurs factures, même s'ils travaillent ou s'ils travaillent pas, là. On est censé avoir un revenu de base, de toute façon, au Québec, là, qui paye l'essentiel de la base, du minimum, pour donner un seuil de vie minimum par rapport à la pauvreté. Moi, je serais intéressé de savoir c'est quoi que les économistes, pour vrai, c'est quoi qu'ils pensent par rapport à ça. Ils pensent-tu qu'une économie saine, ça fonctionne dans un monde qui est endetté, qui est pauvre, qui est rendu dans la rue, puis qui ne paye plus leurs factures, puis qui sont plus capables de faire vivre des propriétaires en termes de logement parce que c'est rendu trop cher, puis qui ne payent plus leur logement, puis qu'eux autres sont plus capables de louer des logements, puis d'avoir des immeubles, puis de se payer des hypothèques parce qu'ils sont plus capables de payer leurs factures parce que leurs locataires leur payent plus leurs factures. Puis après ça, les banques, eux autres, ben, sont plus capables de donner des taux d'intérêt raisonnables aux propriétaires parce qu'ils sont plus capables de leur verser les sommes dues et dûment dues parce qu'ils sont plus capables de récolter l'ensemble de leurs revenus parce qu'il y a des déficits de paiement, parce qu'il y a des déficits de revenus, parce que finalement, c'est toute la chaîne. C'est toute la chaîne qui s'appauvrit.
De la base jusqu'en haut. C'est toute la pyramide qui s'appauvrit. On a l'air à penser qu'elle s'enrichit, là, mais actuellement, là, quand la base de la pyramide s'appauvrit, là, ben on n'a pas l'air à réaliser que c'est toute la pyramide qui s'appauvrit. Ça s'appauvrit de bas en haut. C'est pour ça qu'on le voit pas tout de suite en haut, là, mais ça monte tranquillement. Ça veut dire que plus les gens vont être pauvres, là, dans les gens les plus pauvres du Québec, ben plus ça va appauvrir la réalité de la classe moyenne. Puis plus la classe moyenne va être pauvre, là, plus ça va appauvrir la réalité des gens plus riches puis mieux nantis. Puis plus eux autres, ils vont être pauvres, là, plus ça va être pauvre pour les gens multimilliardaires. Plus ça va attirer de la pauvreté pour les gens multimilliardaires parce qu'ils vont devoir compenser un jour pour tous ces gens pauvres qui gagnent malheureusement pas leur vie assez bien. Fait qu'on va se le dire, si les gens multimilliardaires auraient plus d'argent, ils en donneraient peut-être plus aux millionnaires, qui en donneraient peut-être plus à la classe moyenne, qui en donneraient peut-être plus aussi aux organismes communautaires pour les gens pauvres. Peut-être que si les gens de la classe moyenne auraient plus d'argent, ils seraient plus portés à donner 2 piastres aux itinérants dans la rue. Ah, mais tiens, j'en ai plein les poches, de l'argent puis de la monnaie, moi, t'en donner un petit peu. Mais là, actuellement, c'est tout le monde qui se serre la ceinture. Même les municipalités, les villes puis le gouvernement, à ce que j'en comprends. Puis là où ce qui se serre davantage la ceinture, c'est au niveau de l'aide sociale. Ce qui est complètement inconsidéré, incompréhensif. C'est pas normal. C'est pas normal au Québec de dédier juste 6,4% du budget aux services sociaux sur la totalité du budget de la santé. C'est pas normal de donner même pas 2% d'indexation au chèque d'aide sociale sur une inflation record des années 80, quand, à une même époque des années 80, un gouvernement avait décidé d'indexer l'aide sociale aux 3 mois. Ce qui avait fait augmenter l'aide sociale de 12% à une époque où l'inflation était tellement élevée qu'on n'avait pas le choix de faire ça pour que les assistés sociaux gardent un pouvoir d'achat puis que les pauvres puissent continuer à manger et à vivre sainement. Autrement, ils avaient une perte de revenus puis de pouvoir d'achat énorme. Et on s'inquiète du pouvoir d'achat des gens qui ont des autos, des automobilistes, du prix de l'essence. C'est la plus grande inquiétude de François Legault. Puis il y a du monde pauvre qui n'ont même plus de pouvoir d'achat pour se nourrir. Puis ça ne l'inquiète pas plus. C'est quoi la priorité dans la vie? C'est-tu t'inquiètes ton char ou se nourrir? Non, mais à la limite, c'est parce que moi, dans la vie, s'il me reste juste assez d'argent pour tanker mon char ou me faire à manger, ben je vais aller à l'épicerie à pied puis je vais laisser mon char dans ma cour rendu là. Faut faire les bons choix. Faut faire les bons choix dans la vie. Faut choisir les bonnes priorités. Ben pour François Legault, la priorité, c'est donner plus de place aux automobiles, à la voiture à essence, c'est continuer à encourager le pétrole, c'est faire des gros projets autoroutiers qui vont coûter cher, autant à entretenir qu'à réparer, comme le tunnel La Fontaine à Montréal. Donc, je suis pas sûr que ces choix, c'est bien investi dans la société, puis c'est bien investir dans notre société. Surtout quand on sait que ces projets n'ont pas vu le jour. Puis si on regarde la tendance actuelle, ben dans 15 ans, son projet de 6 milliards là, pour faire un 3e lien et un tunnel entre Québec et Lévis, il va coûter 4 fois 6 milliards. Ça fait quoi? Ça fait toujours bien 24 milliards. Fait que le temps que son projet se réalise, François Legault, il va nous coûter 24 milliards de dollars. Ben, le 24 milliards de dollars qu'il veut mettre dans son lien, là, puis dans les autoroutes, puis dans le réseau routier, puis dans l'automobile, puis pour épargner aux automobilistes un petit peu de temps d'attente dans leur voiture, là, puis de sauver un petit peu de frais sur le gaz, là, ce qui n'est pas essentiel à leur vie tant que ça, là. Comparativement à manger. Manger, se nourrir, c'est le carburant de l'être humain puis de l'individu, là. François Legault a choisi de tanker les voitures du Québec. Ben, je pense qu'il serait temps de choisir de nourrir les Québécois plutôt, en culture, puis en nourriture, puis en produits d'hygiène et en essentiel pour avoir une saine vie, quoi. 24 milliards, là. Si tu mettrais ça dans les services sociaux, si tu mettrais le comparatif de ce que va coûter le 3e lien dans 13 ans à François Legault dans les services sociaux, puis la santé, mais juste dans les services sociaux, ça viendrait tout simplement augmenter, là, à presque 60% le budget qu'on mettrait dans la santé mentale dans les services sociaux. Ça veut dire quoi statistiquement parlant?
Ça veut dire que tout l'argent que François Legault gaspille dans ses gros projets, qui traînent, qui voient pas le jour, quand François Legault fait des belles grosses annonces publicitaires pour dilapider les fonds des Québécois dans des beaux projets publicitaires et partisans qui vont gagner le vote des gens rêveurs et idéalisateurs, là, ben ce qu'il fait, c'est qu'il dépense, puis qu'il sacrifie, puis qu'il tire par les fenêtres l'argent qui irait dans les services sociaux avec son manque de rigueur budgétaire. Puis qu'il nous impose à nous-mêmes, les assistés sociaux, une rigueur budgétaire à l'aide sociale, en n'augmentant pas nos revenus, puis en donnant tout cet argent-là au privé, puis dans des projets publics qui ne voient peut-être jamais le jour, finalement, parfois. Ou qui voient le jour des années plus tard, mais qui coûtent 4 ou 5, 6 fois plus cher que ce que ça leur aurait coûté si on serait dépêché, consacré à la tâche, puis qu'on l'aurait fait plus rapidement, sans 3 niveaux de gouvernement puis palier gouvernemental pour retarder les travaux. C'est pas compliqué. Au Québec, t'as le temps de mourir avant de voir un projet naître et voir le jour. Ça prend ben trop de temps à voir le jour. T'as le temps de mourir avant de voir le résultat. Il y a le temps de se passer une décennie avant la création et la finition d'un projet. Il y a beaucoup de choses qui changent en une décennie, là. Il y a 10 ans, on pensait pas les mêmes choses sur les changements climatiques, puis on n'était pas pantoute à la même place, là. On s'entend-tu que les décisions qu'on prenait, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui? Ça fait que le processus du gouvernement dans les projets, il pousse tout le temps dans le fond le gouvernement, les municipalités et les chargés de projet à rouvrir constamment le projet pour l'adapter, pour ajuster les fonds, pour ajuster les enquêtes environnementales. Il y a tout le temps quelque chose qu'il faut rouvrir puis réajuster parce que je ne sais pas comment c'est fait, là, mais c'est fait à retardement. C'est fait pour retarder l'avancement des projets, pour vrai, là. Ça avance pas du tout. Tout ce que ça fait, c'est traîner un projet qui finit par occasionner des coûts. Puis là, en sachant que ça occasionne des coûts, des nouvelles réalités, que la réalité a changé autour, ben là, il faut que tu réétudies ton projet. Il faut que tu refasses une étude. Tu sais, supposons, moi, je veux faire un parc à quelque part. Puis là, on étudie le projet. C'est un vieux terrain contaminé. Ça appartenait à l'entreprise. On veut faire un parc. Là, une nouvelle réalité. Il y a une compagnie qui a acheté dans les 10 ans qu'on étudiait le projet, ben, une partie du parc pour construire un immeuble, puis ça change toute la conception du parc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut réévaluer puis réétudier le projet. S'il aurait été fait dans l'immédiat, la réalité autour n'aurait pas changé, mais entre-temps, ben, il y a des choses qui ont changé. Ça fait que ça laisse tout le temps place à la bureaucratie, à tourner en rond, à récupérer sa propre erreur, là, sa propre traînerie, là. J'ai l'impression que les dossiers, ils avancent au sein des ministères puis des municipalités, puis ils voyagent, puis ils tournent en rond, genre. Ils tournent en rond, là. Puis le pire, c'est qu'ils tournent en rond pendant plus de 13 ans. Quand un dossier tourne en rond pendant une décennie, là, c'est-tu parce que nos politiques tournent un peu en rond aussi au Québec? C'est-tu parce qu'on tourne un peu autour du pot, pour vrai? Au lieu de mettre le bouquet de fleurs directement dans le pot? Ah non, je trouve que le pot, il est pas encore bien positionné, là. On va le tasser un petit peu. Non, je trouve que tu devrais plus le mettre à droite ou à gauche. Penses-tu que la couleur, c'est la bonne, la grosseur? Il est fait en quoi? C'est-tu écologique, ce matériau-là? C'est de la pierre, elle vient d'où? C'est-tu de la pierre du Québec? Ah, ok, cool. Comment ça t'a coûté? C'est-tu du marbre? C'est-tu dispendieux, cette pierre-là? Fait que là, on va étudier. Moi, je pense qu'on devrait avoir un vase peut-être plus gros. Il y a des gens qui pensent qu'il devrait être plus petit. Là, il y a un gros débat sur la grosseur du vase. Finalement, tu te rends compte que quand tu arrives pour mettre ton bouquet de fleurs dans le pot, ben, le bouquet de fleurs, il est mort puis il a pourri. Il en reste plus, tu sais. Fait que nos bureaux de projet au Québec, c'est-tu un petit peu le même principe qu'un pot pourri? Ça a l'air beau de même. C'est une belle présentation. C'est tape à l'œil, c'est une belle œuvre. C'est une belle mise en scène, mais à part ça, ça reste un pot pourri. Ça n'a pas grand-chose de plus à nous illustrer qu'un beau bouquet de fleurs, tape à l'œil, pour nous impressionner. C'est un peu une façon de vous dire que cette forme de politique-là, là, ces annonces-là, tout ça, ces projets-là,
Ben, c'est même pas des projets finalement, c'est des trompe-l'œil. Tout ce qu'on fait, c'est tromper l'œil des citoyens puis des électeurs en leur promettant des beaux projets puis des belles paroles, puis en les faisant rêver, puis en leur donnant des espoirs sur des projets qui ne viendront jamais au bout du terme ou qui voiront jamais le jour avant des années peut-être et qui vont peut-être même finir oubliés, pas enterrés. Je comprends pas pour vrai. Je comprends pas comment que ça marche la politique municipale puis provinciale au Québec là, puis même celle fédérale parce que pour vrai là, c'est ridicule. C'est ridicule quand on regarde l'effet des politiques sur la société. Ça prend ben trop de temps avant d'agir puis de faire son effet. Là, on parle juste d'un centre culturel. Là. On parle juste de la place dédiée à notre culture. C'est important, là. Mais il y a des gens pour qui c'est bien moins important que la santé puis d'autres choses essentielles. Là. On parle pas de quelque chose de vital. Même si pour certains, la culture, ça pourrait être largement vital. Là. Une partie très importante et intégrante d'eux-mêmes et de leur vie, là. Voire essentielle. Écoutez, là, on va mettre des millions de dollars pour réparer le tunnel Hippolyte-Lafontaine, Louis-Hippolyte-Lafontaine à Montréal, qui relie le bout de Longueuil avec l'île de Montréal et de Boucherville par l'île Charon. Puis comment ça va coûter, ça? Comment qu'elle va coûter la réparation de ce tunnel, juste pour le fun? Ben, ça va coûter 900 millions de dollars pour le réparer. 900 millions de dollars, là, c'est plus d'une dizaine de centres culturels qui pourraient permettre à Longueuil d'avoir de la culture directement chez eux dans son centre-ville, plutôt que de prendre son auto puis de traverser le tunnel bouché pour aller à l'île de Montréal. Donc, c'est des tonnes de voitures qui se déplacent plus ailleurs, puis qui restent dans leur localité pour profiter de leur offre culturelle locale. Si ça coûte 900 millions de dollars, réparer un tunnel de cette ampleur, ça va coûter combien réparer le troisième lien après qu'il va être construit? Hey, ça va coûter cher à entretenir, ça, à Québec? La ville de Québec et de Lévis, comment qu'ils vont séparer ça? Ils vont-tu réparer chacun 50-50 de leur bout parce qu'ils ont de la misère à s'entendre sur un pont, sur un tunnel, sur un tramway, sur une entente entre les réseaux d'autobus, des transports nationaux? Mais qu'on arrive pour réparer ce tunnel-là, on va-tu dire que c'est à la ville de Lévis de payer pour le réparer? C'est-tu à la ville de Québec? Ou finalement, c'est au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral de réparer ça, ce tunnel-là? On va-tu faire un troisième lien au Québec, pas un gros méga projet autoroutier, aux dépens de tous les grands et petits projets dans nos villes et municipalités? C'est ça que je me demande. Parce que quand on sait que les municipalités et les gouvernements sont rendus à choisir leurs projets, puis en exclure parce qu'ils ont plus les moyens, ben ça fait peur. Ça fait peur quand on sait qu'on veut mettre beaucoup, mais beaucoup trop d'argent dans des projets qui ne sont pas si essentiels à la culture et à la nature québécoise, là, qui pourrait attendre encore quelques années, ou peut-être même une décennie encore, s'il faut. Parce que justement, le contexte socio-économique et la culture actuelle, ben, il laisse place à d'autres urgences, à d'autres priorités pas mal plus importantes, selon moi. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on devrait terminer les projets qu'on a promis, là, puis qu'on a commencé. Pas commencer à dire qu'on coupe puis qu'on les réalisera pas, là. On devrait finir ce qu'on a promis avec nos villes, là. Il y a 10 ans de ça, il y a 20 ans, puis il y a 30 ans, puis accomplir, puis finir les promesses qu'on a faites à nos citoyens, là, les mettre au terme. Puis mais qu'on aura terminé ça, là, puis qu'on sera rendu là, on traversera le pont, puis on commencera à parler de faire un troisième lien. Ça fait qu'à ce que je regarde, là, on a encore pour 10 ans à terminer les projets qui ont été ouverts, là. Ça fait qu'avant d'en ouvrir une trentaine d'autres, là, puis d'avoir trop de dossiers d'ouverts, puis peut être capable de fournir, là, on peut-tu terminer ceux qu'on a commencés en ordre de priorité, puis faire comme à l'hôpital? Le premier dossier qui est arrivé, on va le finir, puis une fois que ce dossier-là, s'il n'est pas en urgence, là, qui a été passé, ben on va le faire. Puis les dossiers en urgence, on va les prendre à travers ça, mais il va quand même falloir un jour
terminer les premiers dossiers qu'on a promis de faire il y a des années de ça, au lieu de plutôt de dire qu'on les fera pas puis qu'on les fera plus, puis de faire un gros troisième lien, puis les projets qu'on a décidé de mettre en priorité à la place, là, en première tête de ligne, alors que finalement, c'est les derniers à arriver en tête de liste.